Euh, En ce qui concerne la société IPSB, je fais juste un petit point, c'est pas de la publicité, mais c'est pour expliquer pourquoi on travaille avec certaines startups françaises. Donc c'est une société qui est spécialisée dans les productions de sucre et les biotechnologies. Donc les productions de sucre sont génératrices de coproduits ou de sous-produits qui peuvent être utilisés comme substrat pour l'alimentation des insectes. Et les biotechnologies, on maîtrise certaines technologies, et notamment on maîtrise les contaminations bactériennes. Et on a par le passé travaillé sur des fermentations en milieu solide qui parfois s'apparentent à ce qu'on peut faire sur des cultures d'insectes. Alors, actuellement, on travaille avec un certain nombre de startups dans différents secteurs, et notamment des startups travaillant sur la production industrielle d'insectes. Alors, vous comprendrez qu'on travaille essentiellement avec deux startups qui sont dans la salle et pour lesquelles je ne pourrais divulguer aucun élément procédé sans leur accord. Et donc, en fait, ma présentation sera somme toute assez générale, sachant que je suis lié à des accords de confidentialité avec ces deux sociétés. Alors, les développements portent sur la production de protéines, bien évidemment, mais aussi sur les valorisations de certaines fractions spécifiques vers des marchés avec des débouchés à plus forte valeur ajoutée, comme l'industrie cosmétique et la chimie fine. Alors, la valorisation food dans l'alimentation humaine, bien évidemment, on y pense, mais pour l'instant, il y a un problème de blocage réglementaire. Et en ce qui concerne les business models des sociétés avec lesquelles on travaille, il y a deux business models. Il y a un business model qui travaille avec des coproduits de l'agro-industrie, et un business model qui travaille avec des déchets de l'industrie agroalimentaire et qui travaille aussi avec des produits de déconditionnement des industries agroalimentaires. Voilà, donc deux business models assez différents, sur lesquels je ne porterai aucun jugement de valeur, bien évidemment. Alors, je vais passer assez vite parce que depuis ce matin, on a effectivement dit qu'il fallait nourrir à l'horizon 2050 un certain nombre d'individus. On remet en cause la durabilité de l'approvisionnement en protéines végétales pour l'alimentation animale et du fait de la compétition avec les usages alimentaires directs. Et on constate aussi qu'il y a des résidus et coproduits des industries agroalimentaires et de l'agriculture qui sont sous-valorisés ou éliminés en tant que déchets. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, je dirais. Il y a des quantités aussi importantes de produits alimentaires manufacturés qui sont invendus et qui sont, elles aussi, éliminées sans être valorisés. Et le constat, c'est que les insectes sont, sous certaines conditions, sous certaines formes, des micro-organismes, pardonnez-moi l'expression, mais qui ont une croissance assez rapide et qui sont capables de bioconvertir des quantités importantes de résidus organiques en matière protéique et en matière grasse. Et on constate, notamment en France, l'absence de filière industrielle. Alors, il est bien clair aussi que les productions d'insectes ont un faible impact environnemental, et ça a été dit ce matin, donc je vais passer. Et je vais arriver à le sujet qui m'intéresse, c'est les verrous technologiques et la production des insectes. Il y aura trois parties, un volet lié à la production des larves, un volet lié à l'extraction des larves et un petit volet réglementaire entre les deux. Alors, on a la chance de travailler sur deux types d'insectes, les insectes volants et les insectes rampants. Il y avait un humoriste qui se moquait de ce genre d'insectes et qui disait on ne traite pas les insectes volants comme des insectes rampants, et c'est effectivement aussi vrai dans les cultures industrielles. Donc là, j'ai précisé que les deux types d'insectes, qui sont des insectes auxquels on a fait référence aussi dans le début de cette journée, ont des cycles larvaires de durée très différente, et il est bien évident que ça a un impact direct sur les volumes qui seront mis en œuvre au niveau des élevages de larves notamment. Alors, dans la phase de grossissement,
C'est l'étape durant laquelle les larves grossissent et stockent des produits, des protéines et des huiles. Il y a un problème qui est le milieu de l'engraissement. Donc c'est la formule généralement, soit elle est subie si on travaille sur des déchets, et ce qu'il faut c'est travailler la formule pour qu'elle soit à un état de division tel que ce soit accessible à l'insecte. Soit c'est des déchets agro-industriels, et là aussi on va essayer de travailler une formule qui soit propice au développement de la larve dans les meilleures conditions. Un facteur limitant, c'est le taux de matière sèche à T0, c'est-à-dire quand on va introduire les larves dans le milieu de culture. Et un deuxième problème, c'est l'évolution de la matière sèche au cours du grossissement. Alors, mon exposé est facilité puisque M. Bonnet est passé avant moi, et bien évidemment, il faut éviter le dessèchement du substrat au cours de la phase de grossissement, donc en contrôlant notamment les conditions ambiantes. Ça c'est la problématique. Il faut maîtriser la qualité du substrat, ça c'est la formulation qu'on doit mettre en place, et le choix des matières premières, là aussi ça dépend de ce dont on dispose et de ce qu'on veut faire. Alors les contraintes pendant la durée de refroidissement, je vais essayer de... Les contraintes pendant la durée de refroidissement, on l'a vu tout à l'heure, c'est le stockage des larves en gros volume, notamment quand on va vers une phase industrielle. Alors, la problématique, c'est l'échauffement dans la masse augmentant le taux de mortalité, donc température et taux d'humidité. Là aussi, M. Bonnet m'a facilité l'exposé. Et quand on a commencé à travailler avec les sociétés, les startups sur lesquelles on développe ces procédés, on a cherché des solutions, brasser le mélange de substrats, pendant la croissance, mais qui comporte aussi des larves, donc il fallait pas altérer les larves. Il fallait arriver à faire circuler l'air à travers les couches de larves avec le milieu de culture et les oxygéner pour extraire le CO2 et l'ammoniac. On a trouvé dans un premier temps des solutions assez coûteuses qui se rapprochaient de ce qu'on pouvait faire sur les fermentations en milieu solide, et on a notamment pensé à mettre en place des fermenteurs de type Fujiwara, donc des fermenteurs qui sont des fermenteurs utilisés en fermentation en milieu solide, notamment en Asie. Alors, on a en aidant une société à réfléchir sur l'étape industrielle, vu qu'il fallait trouver des solutions qui s'apparentent à de la culture surfacique verticalisée, et on a fait un transfert de technologie par rapport à quelque chose qui existe dans une autre industrie, mais malheureusement je ne peux pas aller plus loin dans mon exposé. Voilà. Alors, en ce qui concerne la phase de reproduction, durant cette phase, la problématique, c'est de faire pondre les adultes dans un endroit propice à la récupération ultérieure des œufs, et c'est de déterminer et de gérer la qualité, la quantité des œufs produites pour une bonne maîtrise de l'ensemencement du substrat en phase de grossissement, et ce pour la pérennité de l'élevage et la conservation des ratios de production. Les contraintes, insectes volants ou insectes rampants, il faut tenir compte des tropismes des insectes. Alors il y en a qui sont effrayés par la lumière et qui vont plonger dans le substrat, et d'autres qui sont plutôt attirés par la lumière et donc qui vont sortir du substrat. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, puisque effectivement, il faut conserver les insectes sur leur milieu de culture. Alors, au niveau de la ponte des œufs, sur les insectes volants, il faut plutôt que ce soit dans un endroit sombre et exigu, avec une odeur de nourriture en décomposition. Et en ce qui concerne les insectes rampants, le dépôt des œufs va se faire dans la nourriture. Et il va falloir à un moment qu'on sépare les œufs de la nourriture pour pouvoir après les remettre dans un substrat dit de nourrissage. Alors, là, la récupération des œufs et la façon dont ils sont remis en culture, je dirais, dans le substrat de nourrissage, est un savoir-faire des éleveurs qui, là encore, malheureusement,
je ne peux vous en dire beaucoup plus. En ce qui concerne les conditions optimales de développement de l'insecte, vous avez sous les yeux les différents stades avec les températures et les humidités relatives qui sont à respecter. Il faut travailler sous atmosphère contrôlée et en température et en hygrométrie. Il faut aller voir Deltaneux qui sait faire. Alors, en ce qui concerne l'élimination des calories produites, n'ayant pas la possibilité de donner des ratios dont on dispose, j'ai juste regardé la bibliographie. Dans la bibliographie, on fait référence à des 5 à 6 joules par heure et par gramme de larves. Bien évidemment, c'est des cultures sur fascicle en faible épaisseur. Les chiffres qui viennent d'être donnés par Deltaneux sur des cultures à forte densité sont complètement différents. Il y a de temps en temps un facteur 1000 qui intervient par rapport à ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve quand on parle d'industrialisation. Il faut renouveler l'air. Donc là, on a parlé de renouvellement d'air par volume et par heure. Ce qui nécessite, et on l'a vu, de grosses centrales de traitement d'air, et donc un CAPEX et un OPEX qui sont non négligeables quand on parle industrialisation. Alors, un petit point sur les contraintes réglementaires. Donc, les sujets sur lesquels on a pu travailler nous ont amené à nous intéresser aux contraintes réglementaires. Quand on va construire une unité industrielle, on sera soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Alors, la rubrique 2150, qui est en cours d'évolution, mais qui, jusqu'à ce jour, classe ces installations en autorisation. On espère que ça viendra à enregistrement dans les prochains mois, peut-être. La rubrique 2221, B2, et la rubrique 2240, B2, qui vient de changer, et qui donne un peu plus de souplesse entre la déclaration et l'enregistrement. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on construit une unité industrielle. Les verrous technologiques liés au fractionnement de la biomasse insecte, alors on parle d'entomoraffinerie ou d'entoraffinerie, et on fait une comparaison par rapport à la raffinerie de pétrole. Ça dépend un peu de la quantité de produits qu'on veut réaliser à partir de la biomasse insecte. Il y a plusieurs étapes dans le fractionnement. Il y a plusieurs schémas de fractionnement. Je donnerai des schémas qui seront assez simplifiés pour ne pas divulguer là aussi des recherches qui ont été conduites par nos clients, mais ces schémas dépendent en fait des fractions qu'on recherche et du niveau de pureté auquel on veut les amener. Alors globalement, il faut, pour commencer le fractionnement, disposer de larves propres, exemptes de leur milieu de croissance, donc résidus de la matière première et les déjections. Il faut abattre afin de disposer d'une biomasse inerte. Et ensuite, la troisième étape est généralement une phase d'élimination de la fraction lipidique, avec 2 voies possibles, une voie sèche et une voie humide. Et enfin, il faut fractionner la matière première délipidée, alors que ce soit une matière première issue de la voie sèche ou de la voie humide. Alors, pour fixer les ordres de grandeur, et pas au stade, je dirais, du labo, mais plutôt au stade de l'industriel, j'ai pris une composition moyenne au niveau des insectes et j'ai regardé ce que ça donnait. Alors, je vous ai reprécisé les axes vers lesquels on pouvait aller au niveau des bouchées. Et j'ai refait le bilan pour 100 kg de biomasse insecte et j'ai refait le bilan pour des volumes en tonnes annuelles qui pourraient être les objectifs de certaines sociétés à l'heure actuelle. Alors j'espère que je vais pouvoir y aller. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, quand on veut faire 20 000 tonnes par an de protéines, il faut rentrer entre 160 et 200 000 tonnes de matières premières.
C'est 160 à 200 000 tonnes de matières premières peuvent générer 100 000 tonnes de biomasse insecte. Alors là, il manque une flèche, mais qu'une flèche importante, c'est que la différence, quand même, faut la sortir. Alors, certains appellent ça les FRAS. C'est un résidu que l'on peut valoriser et qu'on peut valoriser notamment en amendement. Quand on voit, c'est environ 100 000 tonnes par an aussi. Donc, il ne faut pas négliger cette sortie. Il ne faut pas négliger les voies de valorisation de cette sortie. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on dit on va vers la chitine et les chitosans dans certaines applications, enfin procédés de fractionnement. On va chercher 6 pour 1000. Plus on va chercher loin en ce qui concerne la matière, et plus ça va générer de coproduits, de sous-produits et d'effluents. Et ça, c'est pareil, il faudra les traiter, les régénérer, les envoyer en destruction, et ça a un coût. Alors bien évidemment, le schéma ne tient pas compte des rendements d'extraction, notamment quand on va vers la filière chitine-chitosan. Alors, les schémas de fractionnement, il y en a plusieurs. Ici, j'en ai un qui permet qui sort et les cuticules et un cake sorti d'une décantation qui va jusqu'au chitosan, qui nous permet d'aller jusqu'à des protéines séchées déshuilées ou vers des concentrés protéiques, et qui nous permet d'aller vers une huile, soit une huile brute, soit une huile raffinée, en fonction de l'usage qu'on souhaite en faire. Alors, j'ai choisi de vous présenter les différentes voies, les deux voies sèche, voie humide, sur un schéma un peu différent. Donc, après l'abattage des larves, en ce qui concerne la voie sèche, après l'abattage des larves, on va vers une phase de séchage. Ces larves séchées sont pressées et on obtient une huile et on obtient un complexe protéique qu'on déshuilé, sur lequel on peut ultérieurement, si on le souhaite, faire un fractionnement vers chitine-chitosan. Alors, on verra tout à l'heure l'avantage des deux voies comparées. Là, on a la voie humide, donc qui ressemble à celle qu'on a vue tout à l'heure. Je vais passer maintenant sur les avantages et les verrous qu'on peut avoir sur les différentes étapes. En ce qui concerne l'abattage, il y a des contraintes réglementaires. On parle d'abattage éthique, si tant est qu'on puisse parler comme ça. Donc pour l'instant, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. Le traitement thermique comme l'étuve, le blanchiment, il y a des essais qui ont été faits sur des micro-ondes. Alors c'est pas le micro-ondes ménager, c'est des micro-ondes de type utilisé dans l'industrie, avec lequel on peut maîtriser la puissance qui est mise par gramme de matière. Alors le choix de la technologie dépend aussi un peu du fonctionnement aval. Il est sûr qu'aller rajouter de la vapeur sur quelque chose qu'on veut traiter par voie sèche, on va réhumidifier un peu la matière, c'est pas très judicieux. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qu'on a eu l'occasion d'étudier avec nos deux clients. Alors, en ce qui concerne le pressage, le pressage des larves fraîches pose un petit problème. C'est un problème de viscosité de la matière première et généralement, on est obligé d'ajouter un peu d'eau pour améliorer la pressabilité ou de travailler en température pour améliorer cette pressabilité. Alors, concernant le pressage de la matière première des larves entières sèches, mon slide n'est pas placé à la bonne place, on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne le broyage, donc il y a différents types de broyeurs. Il y en a qui, en fonction de ce qu'on veut avoir comme produit en entrée décantation, des broyeurs à couteau ou des broyeurs à meule. Actuellement, des broyeurs à couteau semblent relativement plus efficaces que les broyeurs qu'on ait pu utiliser dans d'autres circonstances. Voilà.
Là, ça c'était pour les broyages en humide. En ce qui concerne le broyage en voie sec, on peut aller jusqu'à l'utilisation de broyeurs à marteau qui donnent des poudres extrêmement fines. Ça dépend du type de traitement qu'on va faire derrière, soit des traitements chimiques, soit des traitements enzymatiques. Là aussi, il faut travailler la granularité du produit en fonction de l'usage ultérieur de la matière. La décantation. La plupart des projets traités à ce jour se font avec de la décantation 3 phases qui, moyennant un bon broyage et une bonne amenée en température en entrée, permet d'obtenir une décantation assez satisfaisante des différents composants. Voilà. Donc il y a dans le hall d'entrée des gens qui font ça très bien. En ce qui concerne l'évaporation, donc l'évaporation, il y a des quantités d'eau relativement importantes, notamment quand on est en fonction de la dilution qu'on va apporter à ces niveaux-là. En évaporation, il y a des condensats. Ces condensats sont des effluents. Et dans ces effluents, il n'y a pas que de l'eau, bien évidemment. Et il faut penser qu'il faudra traiter ces effluents. Ces condensats seront à traiter en STEP notamment, parce qu'il y a des composés qui sont à forte DBO. Et c'est relativement important de le souligner. Alors, la concentration va nous amener à des concentrés protéiques qu'on peut amener à différentes matières sèches. Et on peut penser que si on a bien travaillé si on travaille ces protéines, on peut arriver à mettre sur le marché des produits concentrés, des concentrés protéiques, qui, on verra, sont plus faciles à traiter d'un point de vue sanitation, d'un point de vue hygiénisation, que des produits qui sont séchés sur des sécheurs comme il en existe dans la salle qui est avant la salle de ce colloque. En ce qui concerne la voie sèche, le séchage de la voie sèche, le problème qu'on rencontre ici, c'est de sécher dans des conditions qui soient telles qu'on n'altère pas la qualité des protéines, et la cuticule de la larve est un obstacle à la migration de l'eau. Donc généralement, on a des conditions de séchage des larves qui sont assez longues et à des températures assez basses, aux alentours de 60 à 70 degrés. Et donc, ça fait des tunnels de séchage assez conséquents et donc un investissement assez conséquent. Les protéines déshuilées séchées, plusieurs technologies. L'atomisation est une technologie. Les sécheurs à disque ou les sécheurs sous vide peuvent être utilisés. Il est clair qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour travailler en matière de séchage et qu'il faut trouver des technologies de séchage qui soient peu chères pour aller vers ces protéines séchées. En ce qui concerne le pressage sur la voie sèche, c'est le transparent qui me manquait tout à l'heure. Il y a des choses qui se font sur des pressages de graines ou sur du pressage de microalgues à vocation de production d'huile. Et là, il faut maîtriser la température en entrée, là aussi, pour avoir de bons rendements d'extraction. Mais il n'y a pas de verrou technologique à proprement parler. Alors, problématique commune aux deux types de procédés, donc le nettoyage et la sanitation des installations. Il vaut mieux travailler en continu qu'en batch, parce que le continu, si c'est bien maîtrisé, génère moins de contamination. Et l'étape de contamination, il faut la gérer dès les étapes de broyage. Et notamment, quand on parle, j'entends un certain nombre de personnes parler de recyclage d'eau, parce qu'il y a des grosses consommations d'eau, etc. Attention au recyclage d'eau. On va recycler aussi des contaminants, bien évidemment. Donc, c'est un point important qui peut générer quoi? Qui peut générer des contaminations dans l'unité, des contaminations dans le produit, et qui peuvent générer des contraintes qui seraient imposées par la réglementation,
et par les autorités locales. On a parlé tout à l'heure du traitement de l'air qui sort des installations. Effectivement, il faudra traiter très probablement ce qui sort des installations d'un point de vue COV ou autres molécules odorantes qui pourraient générer des nuisances pour l'environnement. J'en étais là, gestion des effluents liquides, condensat d'évaporation, eau de lavage des installations, l'air de renouvellement, le dégazage des cuves. Alors il y a une industrie qu'on peut un peu citer, l'industrie de l'équarrissage, il y a une quinzaine d'années, ne faisait pas grand-chose sur la question. Quand on retourne maintenant voir une usine d'équarrissage, tous les flux sont traités et ça devient une usine entre guillemets normale par rapport à ce que c'était il y a une quinzaine d'années. Et je pense que l'industrie de production des insectes, ce sera la même chose. Il faudra qu'on arrive au même niveau d'hygiène au niveau de ces installations. Bon, la valorisation des produits, des coproduits, on en a parlé. Juste un slide pour vous dire qu'effectivement, l'avantage de la voie sèche, c'est que on extrait plus d'huile. Et donc on a ce qui est un peu problématique dans la voie humide, c'est qu'on a une légère fuite d'huile au niveau de la fraction protéique qui peuvent gêner aux opérations de purification ultérieures. Alors, j'ai voulu parler un petit peu de l'extraction de la chitine et de ce qui se fait pour la production de chitosan. Donc j'ai, dans mon passé, travaillé pour l'industrie cosmétique, pour la production de matières premières pour l'industrie cosmétique. Et donc c'est quelque chose, et notamment sur des polysaccharides, donc c'est quelque chose que je connais assez bien. Donc il y a plusieurs types de procédés d'extraction. Il y a les extractions par voie chimique et les extractions par voie enzymatique. Donc les procédés par voie chimique utilisent pas mal de soude, pas mal d'acide et des antioxydants. On ne peut pas dire que ce soit très respectueux de l'environnement. Par ailleurs, c'est des températures qui sont relativement élevées et il y a des durées de traitement qui sont assez longues. Alors même si il semblerait que pour les insectes, ce soit inférieur à ce qu'on puisse trouver pour les crustacés, parce que ça paraît un peu plus simple. L'extraction par voie enzymatique, il faut bien maîtriser la division de la matière première. Et le désavantage, c'est que on va travailler à de faibles quantités de matière sèche et donc après il faudra concentrer et donc évaporer de l'eau. Voilà. Bon, sur le chitosan, là c'est forcément, même s'il y a des procédés bio, un des traitements, c'est un traitement alcalin. Ça se fait aussi à des températures et des concentrations relativement élevées. Et en ce qui concerne les hydrolyses enzymatiques des protéines, là, ça se fait très bien par voie enzymatique et c'est assez bien maîtrisé dans d'autres secteurs, notamment les protéines végétales. Bon, donc c'est pour ça que je n'ai pas insisté par rapport à ça. Voilà, la seule je rajouterais, puisque j'en ai passé, c'est que la partie extraction chitine-chitosan, et on peut la traiter comme un atelier de biotech. C'est-à-dire il faut d'ailleurs la traiter comme un atelier de biotech. Une industrie, un atelier qu'on met à part, dans lequel on peut travailler sous conditions de froid qui permettraient de limiter les contaminations et travailler avec des systèmes de nettoyage en place sur la plupart des cuves qui seront mises en œuvre. Bien prêter attention que si on va vers chitine-chitosan, le cahier des charges en matière de bactériologie, notamment pour l'industrie cosmétique, c'est moins de 100 germes par gramme. Et moins de 100 germes par gramme, compte tenu de où on part, c'est très compliqué à obtenir. Et là, je parle d'expérience, encore une fois, puisque j'ai pu tester sur ma première partie de ma carrière. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide.